Alors je vais reprendre le fil sur la question de l'autosuffisance alimentaire. Je vais prendre un exemple concret, et j'avais choisi celui de l'huile, je vais continuer de le développer. Par exemple, actuellement, plus exactement l'été dernier, l'Union européenne a conclu un accord extraordinaire, un accord exceptionnel avec la Tunisie justement, parce que l'Europe du Sud était confrontée à une bactérie qui a endommagé un certain nombre d'exploitations dans le sud de l'Europe. Donc on a conclu un accord de contingent avec la Tunisie, qui elle était en surproduction cet été-là, pour importer un quota chiffré d'huile vers l'Union européenne à titre exceptionnel. Bon, voilà, donc je pense que ça c'est un exemple concret qui est facile à mettre en place parce qu'il est exceptionnel. Je pense que la question de la taxation douanière, en revanche, est un autre outil de coopération et de protectionnisme plus largement à mettre en place. Je pense que les contingents sont là, si vous voulez, pour régler des situations exceptionnelles. Effectivement, sur la question de l'autosuffisance, en grande majorité, l'Union européenne est quand même assez autosuffisante. Il y a quand même l'inverse, le nombre de produits dans le terme agricole, qu'on a besoin d'importer sont quand même plus rares que l'inverse. On est plutôt parfois dans une capacité de surproduction sur certaines denrées. Donc voilà, pour répondre sur cet aspect précis. Sur la question de la PAC dans le cadre d'un plan B, je pense que là, si on arrive au stade du plan B, on est de toute façon tellement engagé dans le processus du programme national de la France Insoumise qui a vocation à créer 300 000 emplois dans le secteur de l'agriculture. Enfin, on est vraiment en train de... Ça, c'est une révolution agricole, quoi. C'est vraiment 300 000 emplois. C'est pas simplement des emplois, c'est une économie derrière qui est repoussée. Donc je pense que je vois pas tellement d'inquiétude sur le fait de repousser, au contraire, et de relocaliser en France dans le cadre d'un plan B. Je sais bien qu'il y a beaucoup d'aides de l'Union européenne, mais la France est quand même le premier contributeur net. Donc si on va dans le cadre que vous fixez, qui est vraiment dans un plan B où on sortirait même de la PAC, je ne sais pas si on en arriverait jusque-là, mais si on en arriverait jusque-là, je veux dire, la France étant contributeur net du budget européen, cet argent lui revient in fine. Donc on ne va pas perdre cet argent de la PAC. Je ne sais pas si je suis très claire sur ce sujet. Ensuite, il y avait la question de Schengen, où je pense que l'inquiétude portait plutôt sur la liberté de circulation. Quelle liberté de circulation des hommes, des biens, des capitaux. Donc on a discuté déjà de la question de l'évasion fiscale, donc là aussi c'est en lien avec la question de Schengen. Sur la question de la liberté de circulation, vous l'avez souligné vous-même dans votre question, il n'y a pas besoin d'être dans l'Union européenne pour profiter de Schengen. Schengen, c'est un accord multilatéral. Donc oui, la Norvège, la Suisse sont dedans, par exemple. Dernier point, il y avait sur les questions de plus de visibilité. Est-ce qu'on est tout seul ? Non, nous ne sommes pas tout seuls, comme il a été pointé aussi tout à l'heure. La question du sommet du plan B, concrètement, c'est le prémisse d'une autre forme de coopération. Pour l'instant, elle manque de visibilité, c'est clair. Elle s'occupe de sujets parfois très techniques. Elle a choisi pour objectif 3 sujets que les fondateurs, qui étaient Jean-Luc Mélenchon, Zoé Constantopoulou, Varoufakis même à l'époque, Oscar Lafontaine, de Die Linke en Allemagne, 3 sujets qui nous semblaient clés dans la construction européenne et pourtant tabous dans les réflexions de la gauche, à savoir la question de la dette, la question de l'euro et du commerce international. Donc pour l'instant, le sommet du plan B travaille particulièrement sur ces axes-là. Il y a environ 18 États représentés, et même un peu plus si on compte hors l'Union européenne, puisqu'il y a aussi, par exemple, des partenaires de la Norvège qui sont là. On a aussi des partenaires qui ne sont pas dans la zone euro, qui n'ont pas l'euro, comme les Danois, qui ont organisé le 3e sommet à Copenhague. Donc non, vraiment sur la question, on n'est pas tout seul. Il y avait la question de l'Assemblée constituante. Effectivement, l'Assemblée constituante, c'est un énorme travail et qui va prendre potentiellement plusieurs années.
Donc de toute façon, en parallèle, la vie législative de notre pays ne s'arrête pas. Donc le temps de l'Assemblée constituante, vous avez de facto une Assemblée nationale, enfin, un Parlement comme actuellement, qui continue ses travaux législatifs. Donc, sur la question, ça fait beaucoup de travail, oui, mais l'Assemblée constituante, elle est par définition autonome, entre guillemets. Vous avez des citoyens, et notamment par tirage au sort, qui vont y siéger, qui sont là pour faire que ce travail de réflexion sur une nouvelle constitution. Eux, leur tâche, c'est ça. Ils font ça, ils rendent leur papier à la fin de leurs travaux constituants, et encore une fois, ce sera le peuple français qui par référendum, tranchera. La question technique sur le bio dans les cantines, c'est une directive européenne, il suffit simplement d'y désobéir. Alors vous allez me dire, le risque, c'est qu'on ait une sanction, déjà une condamnation auprès de la CJUE et une sanction, mais en fait ne respecte le principe clé du droit, c'est qu'on s'y plie, qu'on le respecte. Si on part du principe qu'on y désobéit, en fait, on ne paiera pas l'amende, simplement. Si nous, on pense que la relocalisation et le 100% bio dans les cantines, c'est ce qu'il faut faire, je ne suis même pas sûre, d'ailleurs, que côté européen, on ira jusqu'à la sanction. Par exemple, sur la question de la règle sur les déficits, l'Allemagne elle-même a enfreint la règle au moins 2 fois, elle n'a jamais eu de sanction. Alors bon, c'était il y a plusieurs années maintenant, et entre-temps, la Grèce est passée par là, la pauvre. Mais à l'époque, ils n'ont jamais eu une sanction financière, in fine. Donc il faut assumer aussi ce rapport de force, parce que sinon, justement, on ne sera jamais en capacité de réorienter les traités. Sur la question des pigs, sur la question de est-ce qu'on a est-ce qu'on a plus intérêt à favoriser une coopération Europe du Sud, dans laquelle la France ferait partie de ce cadre-là. Oui, c'est un des aspects. Je crois qu'en fait, par rapport à l'Europe du Sud, ce qui est une réalité, c'est qu'on a des économies structurellement assez proches et similaires, et que donc, quand on parle d'harmonisation sociale et fiscale, ce serait aujourd'hui très facile, en fait, de le faire dans un premier temps au sein de l'Europe du Sud. Donc ça, c'est ce qu'on pourrait appeler un cadre de coopération renforcée avec l'Europe du Sud sur ces thématiques-là. Je pense qu'effectivement, revenir avec un salaire, avec un SMIC commun à 2, 3, 4, 5 pays, et revenir autour de la table du Conseil avec ce SMIC déjà mis sur table commun à cette Europe du Sud, on revient à la table du Conseil européen, un peu plus fort face à l'Allemagne, effectivement, c'est une potentialité. Après, il y a la question d'autres coopérations sectorielles, c'est-à-dire que H2020, le programme européen recherche, notamment, il y a beaucoup de partenaires non membres de l'Union européenne aussi. Donc voilà, je pense qu'il faut, faut voir aussi les coopérations sectorielles qui sont possibles sans qu'on soit membre de l'Union européenne. Même si, encore une fois, c'est comme j'ai dit au début, il faut pouvoir penser ce qui est faisable en dehors du cadre de l'Union européenne actuelle, si on veut bien poser sur table la question du plan A. C'est que comme ça qu'on sera crédible auprès de nos partenaires. Sur la question de mettre au pas la finance, je ne sais pas vous répondre. Je ne sais pas comment vous répondre, autre que vous dire ce que j'ai déjà dit. J'avoue, je ne suis pas économiste. Donc, il me semble que la question de la fuite du contrôle de la fuite des capitaux est primordiale dans ce débat, et que ça demande une confrontation dès le début, même en amont, même peu importe plan A, plan B, peu importe la négociation européenne. Je crois qu'elle est clé, parce que effectivement, un Jean-Luc Mélenchon qui arrive au pouvoir va susciter une perturbation sur les marchés, une inquiétude sur les marchés financiers, et que après, de ce point de vue-là, j'ai entendu un peu tout, y compris Emmanuel Todd qui a traité un peu la question, et qui pense qu'il ne faut pas non plus être théoricien du pire, et qu'il y aurait une perturbation qui serait relativement à court terme. Après, lui, c'est son analyse, et c'est pas un économiste non plus. Jacques Généreux a à peu près la même lecture, en disant qu'il y aura une perturbation forte dans un premier temps, mais que s'il y a un vrai contrôle de fuite des capitaux qui est mis en place, ce qui est même possible à la limite en droit européen, puisque finalement c'est ce que l'Union européenne a fait à Chypre en 2013. Donc voilà, je pense que, en tout cas, même en droit européen, c'est faisable, c'est possible.
toute façon, c'est clair qu'il faut engager une épreuve de force.